Mes amis, l'Europe a faim. En fait, l'Europe crie famine. Les mots me manquent pour vous décrire toute la misère que j'ai vue là-bas. Dieu merci, la guerre est finie. Mais après 6 ans de tueries sanglantes, l'Europe est aujourd'hui livide et pantelante devant le spectre de la faim. Elle est engagée dans une lutte sourde, désespérée, contre le danger de mort lente. C'est tout de suite qu'il faut nourrir l'Europe affamée. Il y va du bien-être économique et politique du monde. Dans le film qui va suivre, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. À la moyenne des civils, il semble difficile de comprendre que maintenant, à l'heure de la victoire, il y ait moins de vivres et moins de confort qu'auparavant. Pourtant, les dépêches d'outre-mer nous disent qu'en Europe aujourd'hui, il n'y a pas seulement pénurie de vivres, mais famine. Une famine qui constitue pour nous aussi un problème. Les eaux charrient ce qui reste de ceux qui furent nos alliés et nos amis. À l'heure magique de la libération, il a semblé au peuple de l'Europe que ceux qui les libéraient de la crainte des Allemands pourraient aussi les libérer du besoin. Mais derrière les foules en joie, il y avait une autre Europe, un continent d'hommes et de femmes déprimés, dispersés par la bataille et retournant lentement chez eux. Ils vivaient des restes des combattants. De jour en jour, ces foules ont augmenté, foules d'hommes et de femmes, attendant dignement, en silence, ce que les militaires pourraient leur laisser, ce que leur propre gouvernement pourrait leur donner, heureuses de faire leur repas principal de ce que nous appellerions un déjeuner au bout du comptoir. Comme ces foules augmentaient sans cesse et que les populations entières de grandes villes retournaient au foyer les mains vides, l'ombre de la faim s'appesantissait sur les pays libérés. Il en est maintenant ainsi dans presque chaque ville. Les gens n'ont de loisirs que pour combattre la faim. Et à Toulouse, une maman soupire avec amertume. Nous mangions mieux quand les Allemands étaient ici. En temps normal, l'Europe suffit presque à sa propre alimentation. Dans les régions agricoles de l'Est, la récolte dépasse la consommation possible. Et même dans les centres industriels de l'Ouest, on n'importe qu'un dixième des denrées nécessaires. Aujourd'hui, aucune région du continent ne peut se suffire à elle-même. L'Union soviétique et ses voisins ont besoin de tout ce qui pousse sur leur territoire. Ainsi, la tâche incombe aux alliés qui veulent l'amitié de l'Ouest de lui fournir autant que possible les vivres. Telle est de nos jours l'Europe occidentale. Dans les Pays-Bas, il faudra des années de labeur pour réparer les dommages causés en quelques heures par l'eau de mer. En France et en Italie,
On peut humer l'odeur fétide de la chair pourrissante du bétail que personne n'a le temps d'enterrer. Même là où les agriculteurs ont semé et récolté, le produit de leur travail peut à peine répondre à la demande la plus locale. Partout, les artères de l'Europe sont comme desséchées. Rien qu'en France, les 9/10 des locomotives et des camions nécessaires au transport des vivres ne peuvent être utilisés. Un cheval de trait vaut une fortune si l'on peut en trouver un vivant. Ce sont les grandes villes qui sont le plus atteintes par l'absence de moyens de transport. Là, devant des étals vides, des mères anxieuses rivalisent d'ingéniosité pour accaparer le peu qu'il soit possible d'obtenir. Le marché noir est florissant et un dîner coûte une fortune. Dans chaque pays, les gouvernements nationaux et locaux, eux-mêmes précaires, s'efforcent d'assurer l'égalité de distribution. Devant la marée montante du mécontentement, se dresse la leçon que l'histoire a toujours enseignée. La faim ne connaît qu'une loi, la satisfaction de l'estomac humain. Et le seul allègement de la famine, c'est la violence du désespoir que seule une autorité ferme peut à la fin maîtriser. Il nous faut vivre et faire du commerce et maintenir la paix avec l'Europe. Son vote de confiance nous est vital. À Washington, au début de l'été 1945, les experts alliés ont étudié les statistiques des réserves mondiales de vivres pour voir s'il serait possible à quelques pays d'aider les pays libérés. Ces recherches furent vaines. Des riches régions de l'hémisphère méridional ne venaient que des nouvelles de sécheresse. Une sécheresse si dure que l'Australie, l'Union sud-africaine et l'Amérique latine peuvent à peine maintenir leur bétail et leurs récoltes. Seulement deux grandes nations agricoles peuvent soulager un peu cette immense misère, les États-Unis et le Canada, et la terre et la main-d'œuvre de ces deux nations sont déjà surchargées. Les hommes qui ont vu le malheur de l'Europe sur place lancent un appel spécial aux cultivateurs. Ils leur signalent que l'envoi de secours dès maintenant produira plus tard une riche récolte de bonne volonté internationale. Ils demandent aux consommateurs de consentir à réduire leur régime au moins assez pour conserver sains de corps et d'esprit les citoyens affamés d'outre-mer. La tâche est commencée. Déjà vers les ports de l'Europe, on dirige des secours pour ceux qui nous ont aidés au jour où la victoire était loin d'être certaine. Sur les terres ravagées, nos ingénieurs cherchent à remettre en bon état les artères de la distribution. Ils y dirigent tout l'outillage dont on peut disposer, afin que les vivres affluent d'abord vers les grandes villes où l'on en a le plus besoin.
Aux cultivateurs qui réclament des machines, nous envoyons tout ce dont nous pouvons disposer, car le plus tôt ils pourront faire jaillir du sol cette résurrection dont l'Europe donne toujours le spectacle après chaque guerre, le plus tôt sera léger le fardeau imposé à nos richesses. Et c'est ainsi que la tâche incombe à ceux dont la patience a permis la victoire de faire en sorte que nous gagnions aussi la paix. Le sort des nations est si étroitement lié en ces jours fatidiques que seulement avec l'amitié d'une nouvelle Europe, forte et de nouveau remplie d'espoir, pourrons-nous construire un nouveau monde voué aux œuvres de paix. Cette nouvelle Europe de demain, elle fait aujourd'hui partie de notre monde. Son édification est notre tâche quotidienne. Il est donc évident que le problème alimentaire d'Europe nous intéresse directement. Si le vieux continent ne reçoit pas immédiatement notre viande et notre blé, la paix sera un fiasco lamentable. En partageant nos stocks de viande avec les nations sinistrées, non seulement sommes-nous fidèles à nos engagements envers les Alliés, mais nous recevons en retour du sucre, des matières grasses, des huiles, des épices et d'autres produits dont nous manquons. Par le rationnement de la viande, un bien léger sacrifice en somme, nous prouvons au monde que notre effort humanitaire n'est pas moindre que notre apport militaire. Cette fois, coûte que coûte, il faut que nous gagnions la paix. Et n'oublions pas que la charité chrétienne nous commande de secourir les peuples affamés.